Au début des temps, Papa bon Dieu, le grand maître, crée le ciel et la terre. Dans le ciel, il crée le soleil, la lune, les étoiles, l'orage, le tonnerre, la pluie. Et sur terre, il crée les êtres humains, les animaux, les fleurs, les arbres, les montagnes, les rivières, les océans et la rosée. Grand diable, lui, commençait à peine sa tâche. Il prend tout le fatras que Papa bon Dieu avait laissé après sa création, il crache dedans et il y met de la boue et il touille le tout et fait un monstre vraiment gros, vraiment gras, vraiment gris, gros, gras, gris comme tous les imposteurs de la terre, gros, gras, gris comme leurs méfaits, gros, gras, gris comme leurs magots. Et il appelle ce gros gras gris-là Bakoulou Baka. À ma gauche, le procureur, qui est chargé d'instruire l'accusation et de nous raconter pourquoi le nucléaire est coupable. Et de quoi? À ma droite, l'avocat de la défense, l'homme chargé de rétablir le bon sens et de pourfendre les accusations mensongères du procureur. Ce sera facile. Bien. La première charge. Le nucléaire n'est pas une solution viable. Il ne résout pas le problème énergétique et n'a pas d'avenir. Le nucléaire est une fausse solution au changement climatique et c'est une des énergies les plus chères de toutes. Pour la deuxième charge, il ressortent les épouvantails à moineaux habituels. Le nucléaire est un péril pour nos sociétés et pour l'humanité, et ça va du nucléaire, et ça passe, enfin, avec la rengaine des déchets, et c'est dangereux avec Tchernobyl, Fukushima, et j'en passe, et enfin le bouquet. Il n'y a pas de nucléaire civil. Mais là où ça frise le délire, c'est avec la dernière charge. Écoutez bien, mesdames et messieurs, le lobby du nucléaire fait barrage aux solutions de sortie du nucléaire. La parole est à l'accusation. Monsieur le Président, il est extrêmement difficile de se faire une idée du phénomène nucléaire dans son ensemble. Cela demande beaucoup de temps et de connaissances. Et ces connaissances ne sont enseignées que dans le petit milieu fermé des acteurs du développement du nucléaire. Notre réquisitoire se propose d'apporter une vision complète et pédagogique des méfaits du prévenu, le nucléaire. Bien, bien. Monsieur l'avocat? Je pense tout d'abord qu'il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre le nucléaire civil et militaire. Nous savons que le procureur, qui représente les antinucléaires, veut nous amener, comme à son habitude, sur le terrain de la passion, du sentiment. Et je trouve, moi, qu'après la catastrophe de Fukushima, je pense aux victimes et je trouve que faire ce procès maintenant, alors que le Japon vit des heures difficiles, n'est peut-être pas le meilleur moment. Depuis plusieurs années, la part mondiale du nucléaire est en baisse et ne représente aujourd'hui que 2% de l'énergie finale consommée par la population mondiale. Comment voulez-vous que cette énergie puisse remplacer les autres? Notre volonté, ce n'est pas d'être hégémonique. Nous voulons seulement être et participer à la production énergétique, électrique du monde. À l'heure actuelle, on a besoin de toutes les énergies. Donc, le nucléaire, certes, représente 7%, pas 2% comme vous le dites. 2%, j'insiste. Je doute que monsieur l'avocat puisse contester les chiffres de l'agence qui défend les intérêts du nucléaire dans le monde. On ne va pas faire une querelle de chiffres. On a arrêté ceux qui étaient sans doute la tête de pont des nouvelles centrales à surgénération.
Donc on a pris du retard à cause d'une décision politique pour faire plaisir à quelques personnes qui justement ont mis en péril les surgénérateurs pour 3000 ou 3500 ans. Mais c'est vrai, les surgénérateurs, c'est ça qu'il fallait. Moi, Polichinelle, je peux vous le dire. Bah si, ça c'est ridicule ça. Les surgénérateurs, c'est ça qu'il faut. Mais non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Pour fournir les 1200 tonnes annuelles d'uranium enrichi, il faut concasser 36 millions de tonnes de roches. 36 millions de tonnes, c'est colossal. Et que deviennent ces amas monstrueux d'où s'échappent des particules radioactives que le vent du désert transporte? Enfin, je ne vais pas vous donner les milliards de barils de pétrole ou les milliards de mètres cubes. Toute énergie a besoin effectivement d'une industrie. Mais vous oubliez de dire quand même quelque chose de très important, c'est que nous recyclons ce combustible. Donc les combustibles usés, on les recycle à 96%. Nous avons déjà commencé à mettre ce matériel dans certaines centrales et dans les réacteurs en associant avec le combustible, on appelle ça le MOX. Donc nous travaillons à faire durer le nucléaire. Nous savons les difficultés des mines. Il nous faut aussi surveiller un petit volume de déchets très actifs. Mais bon, vous le savez tous, ça représente quoi? Une piscine olympique. Vous recyclez moins de 10%, et ce, au prix de transport long et risqué. Et où est passée la différence? Que sont devenues ces 30 000 tonnes? À l'air libre, dans des réservoirs sans protection, en Russie, que les images satellites permettent de repérer sans difficulté. Cet uranium stocké en Russie, c'est notre bas de laine. Et dans quelques années, on viendra, on nous suppliera pour avoir cet uranium. Et comme on le disait tout à l'heure, des réserves qui nous amèneront dans des 2000, 3000, 4000 ans. Ça sera l'avènement du nucléaire propre. Monsieur le Président, je vous demande de faire venir à la barre mon expert. Veuillez décliner nom et qualité. Donc je suis Marc Saint-Aromain, vulgarisateur scientifique depuis quelques années. Pour ce qui est des réserves d'uranium, c'est assez étonnant comme Madame Lauvergeon et Monsieur l'avocat font passer des réserves de 70 à 3000 ans. Voire 4000. Peut-être 4000. Peut-être plus. Peut-être plus. Et là, l'astuce utilisée, un processus qui a été essayé il y a quelques années en France et dont on connaît le fiasco, c'était la surgénération. Superphénix. Alors pour savoir un petit peu ce qu'était Phénix, puis Superphénix derrière, c'était un engin qui a été conçu et fabriqué en France. On ne sait pas comment des politiques ont pu valider une telle construction, puisque Roger Belbéo, qui est un scientifique du CEA, disait qu'un problème sur Superphénix, et c'était Genève qui était rayé de la carte. En fait, c'est la plus grosse masse de sodium jamais réunie au monde. Il y avait 5500 tonnes de sodium. C'était un métal qui était utilisé pendant la guerre de 40 pour faire les bombes incendiaires. Le second problème était le coefficient de vide positif. Un non-savant qu'ont trouvé les opérateurs du nucléaire pour expliquer que si on perdait le refroidissement, il y avait un emballement de la réaction en chaîne, comme à Tchernobyl. Et le troisième point, 4800 tonnes de plutonium étaient introduites dans le cœur de Superphénix. Donc on ne sait pas comment des politiques ont pu valider un tel procédé, mais ils l'ont fait et ça a été réalisé. Nous n'avons jamais dit que nous avions la solution. Nous avons dit qu'on a besoin de confiance et d'argent pour travailler sur le projet d'ITER. Et vous tirez les conclusions déjà du démantèlement et du reste. Laissez-nous travailler, confiance et argent. Et sur l'argent, donc venons-en, le budget initial a déjà été multiplié par 3 et ITER n'est à peine que commencé. Merci. Merci. Donc la charte suivante, comme nous le savons, l'énergie nucléaire produit des rejets de CO2 très modérés et permet de lutter contre le changement climatique. Comment pouvez-vous, monsieur le procureur, affirmer le contraire? Le gaz carbonique dégagé par la fabrication industrielle d'acide. En effet, l'acide est utilisé en grande quantité pour dissoudre les sels du minerai d'uranium. L'uranium naturel doit être enrichi par le biais de lourdes opérations chimiques et au prix d'une dépense d'énergie considérable. 4 réacteurs de la vallée du Rhône sont monopolisés actuellement pour cette tâche. Par ailleurs, quand une centrale prend sa retraite, le retour à l'herbe, prôné par EDF, coûte très cher.
Le conditionnement des déchets, leur vitrification par exemple, avec des conteneurs en acier inoxydable, toutes ces opérations de fusion de verre, de sidérurgie, demandent beaucoup d'énergie et dégagent beaucoup de gaz carbonique. On sait qu'après quelques dizaines d'années seulement, ces déchets présentent des dégradations qui obligent à recommencer l'opération de conditionnement. Contrairement à ce qui est souvent affirmé, c'est le changement climatique qui s'attaque au nucléaire, et non l'inverse. Le changement climatique, en effet, induit des événements naturels de plus en plus violents, qui mettent en danger les installations nucléaires. Alors que les tempêtes peuvent entraîner des accidents nucléaires, le drame a été frôlé à la centrale du Blayais pendant la tempête de décembre 1999. D'un autre côté, la sécheresse ou la canicule peut contraindre EDF à arrêter de nombreux réacteurs. Même arrêter, un réacteur doit être refroidi. Et une fusion de cœur peut se produire si le débit d'une rivière est trop bas pour assurer ce refroidissement minimal. Monsieur le procureur, vous avez accusé le nucléaire d'être une des énergies les plus chères du monde, à contre-courant de tout ce qui se dit dans les médias. Les chiffres sont donnés par les acteurs du nucléaire, sans possibilité de contrôle. Je cite mon expert, Hubert Cross, à la barre. Depuis ses débuts, les études et les investissements dans le nucléaire ont été payés par le pays France. Et EDF se contentait de faire payer les coûts de fonctionnement. Il faut investir pour près de 20 ans dans un EPR avant de toucher les dividendes. Depuis les débuts de la construction des centrales, le prix des centrales a été multiplié par 6. Nous avons en France un petit exemple qui s'appelle Brennilis. Estimation par nos brillants prévisionnistes, 25 milliards pour démanteler Brennilis. Aujourd'hui, on en est à 500 millions et on a démantelé les bureaux. Il reste le cœur. Si le nucléaire, comme vous le présentez, avait tous ses défauts, comment se fait-il que l'intégralité, quasi l'intégralité de la classe politique et syndicale ait approuvé le nucléaire? Et comment se fait-il que, en France, si je ne m'abuse, le nucléaire reste l'énergie la moins contestée? Le nucléaire n'a jamais donné lieu à un quelconque débat, à aucune consultation dans notre pays. Mais si. Mais ça, c'est une bonne chose. C'est une grande chose. Il n'y a pas besoin de débat pour le nucléaire. Tout le monde sait que le nucléaire, c'est nécessaire. Mais si, c'est nécessaire. Mais si. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il suffit de les faire connaître au public, de les confronter dans un débat citoyen. Lorsque Bakoulou Baka ouvre les yeux pour la première fois, il faisait nuit. Mais pas n'importe quelle nuit, une nuit de pleine lune. Bakoulou Baka découvre alors des plaines, des savanes, des vallées. Et plus loin que les plaines, les savanes, les vallées, il découvre des collines, des chaînes de montagnes, des cordillères. Et plus loin que les plaines, les savanes, les vallées, les collines, les chaînes de montagnes et les cordillères, il découvre la mer Caraïbe qui brillait sous la lune comme si elle était couverte d'écailles de poissons. Et de la mer Caraïbe se met à souffler les alisés qui viennent chatouiller le corps, le cou monstrueux de Bakoulou Baka. Il aime, il ferme les yeux, il se trémousse. Et lorsqu'il ouvre les yeux à nouveau, le soleil était là. Bakoulou Baka découvre le soleil pour la première fois. Alors, il ouvre une large gueule. Il tire une longue langue et il avale le soleil. Gloups! Comme un chien avalerait une grosse mouche. J'accuse le nucléaire de mettre en péril nos sociétés, et même l'humanité entière. La catastrophe de Fukushima aujourd'hui
La catastrophe de Tchernobyl hier, l'accident de 3 Mile Island et bien d'autres accidents du passé témoignent des dangers du nucléaire, sans compter nombre d'incidents dits mineurs qui se produisent avec fréquence dans les centrales et qui, pour la plupart, sont cachés au grand public. Alors moi, je proteste là, Monsieur le Président, parce qu'il existe des exemples, plein d'organismes ouverts au public. Il y a l'autorité de sûreté nucléaire. Vous avez un site internet où, en direct, vous pouvez savoir les incidents qu'il y a eu dans toutes les centrales françaises. Il suffit de le faire. Donc, vous avez des commissions locales d'information qui sont complètement indépendantes autour des sites nucléaires. Non. Tous les incidents, ils sont répertoriés. Vous avez les informations, la télévision, la radio, qui donnent une information la plus objective possible. Non, je proteste. Je proteste décidément, ce procès est à sens unique. Je vous en prie, laissez parler le procureur. Vous aurez votre temps de parole et sans doute de bons arguments, je n'en doute pas. Enfin, et c'est sans doute plus grave encore, il n'y a pas de nucléaire civil. Oh non, là, n'importe quoi. Là, c'est du délire. Faites excuse, mais s'il n'y a pas de nucléaire civil et que nous on fait le procès du nucléaire civil, on fait quoi ici au juste? Il y a quelque chose qui m'échappe. La distinction entre nucléaire civil et nucléaire militaire, eh bien c'est le mythe ultime. La Cour ne se prononce pas sur des mythes, voyons. Et j'ai dit que je ne voulais pas de procès du nucléaire militaire ici. Tenez-vous-le pour dit. Depuis le début du programme nucléaire, on nous promet des solutions pour les déchets et pour le démantèlement des centrales. L'exploitation des mines d'uranium produit également des déchets importants. Je propose à la Cour de rester en France et d'examiner la situation de nos anciennes mines. Je demande la venue de Jean-Pierre Mine à la barre. Monsieur, déclinez nom et qualité. Jean-Pierre Mine, mine d'uranium. Donc, je suis spécialisé dans l'arpentage des anciens sites miniers du Limousin. En fait, il reste 220 sites abandonnés par les petites compagnies minières et Cogema sur 25 départements. 70 000 tonnes d'uranium ont été extraites depuis 1946. Je suis obligé de dire qu'au départ, l'extraction était une extraction qui permettait de l'activité nucléaire militaire. Oh, encore! Et c'est le CEA qui avait la responsabilité de l'exploitation avec des compagnies minières indépendantes. Tous les sites français sont aujourd'hui fermés et placés sous la responsabilité donc d'Areva. Il reste des stériles, c'est-à-dire des cailloux que les compagnies ont abandonnés. Et il faut dire que ces cailloux sont radioactifs et ont été utilisés pour remblayer des parkings, des cours de ferme, des parkings de stades, des sites touristiques, des usines, des cours de récréation. Ce qui veut dire aujourd'hui, Monsieur le Président, que l'histoire minière, l'histoire du nucléaire de la France, c'est d'abord une histoire de perte de mémoire. Il faut savoir que ces mines ont été exploitées à partir des années 50, qu'il n'y a pas longtemps, et qu'on a déjà oublié près de la moitié des sites miniers. On ne sait plus qu'ils existent. Ils ont disparu. À la question posée au préfet des régions Limousin, les 3 départements, il nous a été répondu, Monsieur le Président, que les mines dont nous parlions et que Areva ne connaît pas, que l'IRSN a perdu, ce sont des mines orphelines. Orphelines, Monsieur le Président. Donc, mais elles sont à la charge de qui, ces mines orphelines qu'il faut réaménager, nettoyer? Des transports, Monsieur le Président. C'est quand même 940 000 colis qu'on balade à travers la France. C'est quand même 615 000 trajets par an. Les trajets traversent des lieux habités, des endroits qui sont fréquentés. Les combustibles irradiés émettent des rayonnements qui sont pénétrants. Il faut savoir que la réglementation sur les transports autorise des débits de dose pouvant aller jusqu'à 2 millisieverts par heure, c'est-à-dire 20 000 fois la radioactivité naturelle. Et j'ajouterai que, comme pour le nucléaire militaire,
Le nucléaire civil est couvert par le secret. Quand on transporte des déchets, nul ne doit savoir comment ces déchets voyagent et nul ne doit connaître les circuits. On parle des accidents. On oublie la pollution quotidienne des centrales, Monsieur le Président. Il faut savoir que ces centrales rejettent dans les fleuves des déchets radioactifs, mais dont la liste est édifiante. Tritium, carbone 14, césium 137, iode 131, argent, cobalt, manganèse, sachant qu'on a 53 900 térabécrels par an de tritium rejetés dans la Vienne. C'est pas très important, sauf que la ville de Châtellerault capte son eau, c'est l'unique source de captage, c'est la Vienne. Ce qui veut dire que les habitants de la ville de Châtellerault se rincent les amygdales, Monsieur le Président, excusez-moi la trivialité de l'expression, avec du tritium, mais aussi du césium, de l'iode, du tellure 123, du cobalt, du manganèse. Je témoigne ici de la négligence des autorités de sûreté nucléaire et IRSN qui couvrent les exactions d'Areva. Il y a, en l'occurrence, des complicités, Monsieur le Président, qui mériteraient que ces gens soient condamnés en justice. Bravo! Quoi qu'en dise l'expert, je veux quand même affirmer ici, de tout ce dont il a parlé, que ce soit les transports des mines, il y a des seuils, des tolérances par rapport à la pollution qui existent dans les transports, et que tant que ces seuils sont admissibles, c'est pas la peine, effectivement, de prendre des mesures plus importantes que ça. Et pourquoi, effectivement, les transports sont secrets? C'est simple. Toute matière dangereuse qui potentiellement peut avoir un acte de malveillance, il vaut mieux faire en sorte de les cacher pour qu'il n'y ait pas ces malveillances. Il ne faut pas aller voir autre chose que ça. Monsieur le Président, nous avons aussi un expert qui peut nous parler de la catastrophe de Fukushima. Je vous demande sa venue à la barre. Monsieur, veuillez décliner noms et qualités. Benoît Morge, journaliste indépendant pour Radio Blue. Monsieur le Président, depuis le début de la catastrophe de Fukushima, j'ai compilé toutes les informations qui ont été diffusées par voie de presse, ainsi que les avis des différents experts. Pour commencer, dire que la centrale a bien résisté au séisme revient à dire que si le tsunami n'avait pas emporté les diesels de secours, il n'y aurait pas eu de dégâts à la centrale de Fukushima, ce qui est parfaitement faux. En effet, à 15h03, le 11 mars, soit 27 minutes avant l'arrivée du tsunami, le réacteur numéro 1 de la centrale Fukushima Daiichi a enregistré des variations de pression, indiquant une défaillance du système de refroidissement de secours, avant même que la centrale ne soit affectée par des vagues de 10 à 15 mètres. Rappelons que celle-ci avait été conçue pour résister à un tsunami de 6 mètres et un séisme de magnitude 7. Alors, comment expliquez-vous que des centrales nucléaires aient été implantées dans un pays soumis à une si forte activité sismique? La seule réponse possible que je puisse concevoir, c'est que nous avons sous-estimé les risques liés à l'activité sismique. Je cite, « À moins que des mesures radicales ne soient prises pour réduire la vulnérabilité des centrales au tremblement de terre, le Japon pourrait vivre une vraie catastrophe nucléaire dans un futur proche. » Cet avertissement est tiré d'un article paru le 11 août 2007 dans le quotidien international Herald Tribune. Son auteur est le sismologue Ishibashi Katsuhiko, professeur à l'université de Kobe. Le professeur Ishibashi avait prévu ce qui est en train de se produire à la centrale de Fukushima. Il avait prévenu les autorités de son pays que les centrales japonaises souffraient d'une vulnérabilité fondamentale au séisme. Mais ces avertissements ont été ignorés par le gouvernement, par TEPCO, premier producteur privé mondial d'électricité, qui exploite un tiers des centrales nucléaires japonaises, dont celle de Fukushima. Ishibashi a lancé son alerte en 2006, année où les normes de sécurité antisismique japonaises ont été renforcées. Selon ce sismologue, le renforcement était encore très insuffisant.
Les faits lui ont donné raison dès l'année suivante, puisque le 16 juillet 2007, un séisme de magnitude 6,8 a provoqué des incidents sérieux à la centrale de Kashiwazaki-Kariwa, la plus importante unité de production d'électricité nucléaire au monde. Cette centrale se trouve sur l'île de Honshu, la principale île du Japon, comme presque toutes les centrales nucléaires japonaises qui encerclent les 3 plus grandes villes du pays, Tokyo, Nagoya et Osaka. Pourtant, c'est le tsunami qui est pointé du doigt. Comment expliquez-vous cela? Désigner le tsunami comme le principal facteur de la crise nucléaire en cours permet de dire aux Français que ce risque est improbable chez nous et d'apaiser leurs craintes. Ils n'ont aucune raison d'avoir peur puisque les centrales du Japon, conçues pour résister à des tremblements de terre de magnitude 7, résistent bien à des tremblements de terre de magnitude 9. Que pouvez-vous nous dire de la décision d'injecter de l'eau de mer pour refroidir les 3 réacteurs entrés en fusion? Injecter de l'eau de mer, c'est la décision de l'ultime espoir. Le sel étant corrosif, et l'eau bien entendu non filtrée, les enceintes de confinement, déjà endommagées par le séisme, ont subi des dommages irréparables. Qui plus est, lorsque vous mettez de l'eau dans la partie supérieure d'un réacteur, qu'elle part sur le fond et sort par les fissures de l'enceinte de confinement provoquée par le séisme, après avoir touché directement de l'uranium, du plutonium, du césium, du strontium, l'eau fait sortir tous ces isotopes radioactifs en liquide et en gaz dans l'environnement. Et comme la Cour peut le constater, aujourd'hui encore, 3 mois après la catastrophe, rien n'est encore maîtrisé et la contamination radioactive se répand sur Terre, dans l'atmosphère et dans l'océan. Vous savez que dernièrement, nous avons fourni un système justement pour filtrer cette eau radioactive. Vous auriez pu le dire. Mais je crois qu'il faut se poser la question sereinement. Est-ce que TEPCO n'a pas fait preuve là d'une certaine négligence? Monsieur le Président, je voudrais faire entendre à la Cour la vérité du terrain, qui est plus complexe que ce que l'expert de la Défense veut bien nous dire. Faites. Monsieur Kobayashi, je vous prie. Il n'y a aucune solution technique pour traiter la radioactivité ni chez Areva, ni chez TEPCO. La radioactivité est intraitable quand il s'agit d'un accident majeur comme meltdown. C'est la raison pour laquelle Areva a fait évacuer ses techniciens très rapidement dans les premiers jours après l'accident. Et même TEPCO voulait faire se retirer son équipe de la site. Le niveau de radioactivité des eaux contaminées est de plus d'1 million de becquerels par millilitre. On n'a encore jamais traité jusqu'à présent autant d'eau et tellement contaminée. On ne sait pas du tout si on va y arriver. Malgré tout, la quantité d'eau contaminée que TEPCO a déversée du puits est 10 fois moins élevée que cette d'une année de rejet d'iode 129 de l'usine de retraitement Areva de la Hague en France. Or, l'usine de retraitement de la Hague et celle de Sellafield contaminent en permanence la Manche et la mer du Nord. La résolution votée par 7 pays européens en 2001, dans le cadre de la Convention OSPAR, demande la fermeture de ces usines qui n'arrivent pas à décontaminer suffisamment leur rejet d'eau radioactif. On peut donc douter de la qualité du système de décontamination qu'elles vendent. Je vous remercie infiniment, M. Kobayashi. Monsieur le Président, je m'insurge. On n'a pas le droit de jouer sur des peurs moyenâgeuses. Le choix du nucléaire pour notre pays est un choix d'indépendance énergétique et très important qui font la puissance de notre pays. Pensez-vous que le million de morts survenus des suites de l'accident de Tchernobyl correspond à l'idée que se font les Français des peurs moyenâgeuses? Encore de l'outrance, on nous parle d'1 million de morts. Consultez les rapports officiels. Et c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. 50 morts directes.
Et malheureusement, 4000 morts chez les liquidateurs. Ces gens qui ont donné leur vie pour que l'Europe soit en sécurité. Certes, le nucléaire a des risques, mais face à ses bénéfices, la raison doit l'emporter. Je voudrais, Monsieur le Président, citer à la barre quelques personnes qui témoigneront des réalités à Tchernobyl. Pascal Rueff, Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion d'aller à Tchernobyl en 2006 pour la première fois en tant qu'ingénieur du son. J'avais lu un livre qui s'appelle La Supplication. Et c'est un livre qui m'est resté dans le ventre et j'ai eu envie, quand l'occasion s'est présentée, d'aller toucher par moi-même ce que ça signifiait sur le terrain. Mais pas tellement comme on peut l'imaginer depuis la France, pas tellement à cause d'images de déserts nucléaires, de ravages complets de la région, ou quelque chose comme ça, ou de collections d'enfants mal foutus. C'est plutôt quelque chose d'insidieux qui nous arrive quand on est là-dedans, quand on va tremper sa viande là-dedans. C'est-à-dire qu'on se rend compte petit à petit, au fur et à mesure qu'on passe du temps dans les zones contaminées, où il n'y a plus personne, hein, qu'on n'a pas là dans la tête les moyens de toucher ça. C'est-à-dire qu'un kilo de sucre, je sais ce que c'est, 10 degrés centigrades, je sais ce que c'est, mais finalement la radioactivité, j'ai pas du tout les structures mentales, psychiques, pour en faire quelque chose. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que tout à coup, vous vous retrouvez avec un paysage qui pouvait ressembler peut-être à celui qui existait, je ne sais pas, au Moyen-Âge, c'est-à-dire des territoires qui sont livrés à la nature, à l'exubérance de la nature, à une pleine force comme ça de la nature et de la faune, où l'homme n'a pas l'emprise qu'on lui connaît aujourd'hui. Et en même temps, vous savez que c'est pourri. C'est vert, c'est beau, c'est en plein soleil et c'est pourri. Et c'est pourri seulement si vous avez un appareil pour le dire. Et ça, là-haut, ça fait un hiatus. Ça va pas. C'est pas possible. Vous arrivez de l'Europe de l'Ouest et vous avez juste envie de vous asseoir là et c'est pas possible. Ou en tout cas, si vous vous asseyez là, vous prenez une décision pour vous-même, quoi. Vous êtes entré en zone contaminée, vous n'avez pas vu la différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pancarte, il n'y a pas, je ne parle pas de la zone interdite, qui est fermée, qui est bouclée par des barbelés, par une milice, mais je parle de zones qui peuvent être aussi contaminées qu'à l'intérieur, qui n'ont pas été fermées, parce que socio-économiquement parlant, c'est trop cher pour un État de tout boucler, de boucler toutes les tâches qui se sont déposées avec la pluie et les nuages. Donc le dosimètre me dit c'est dangereux, je mets un masque, je mets des gants, je mets des bottes quand je descends de la voiture. Et puis tout à coup, je vais croiser 2 gamins qui sont assis par terre en train de bricoler leur vélo. Ou bien des gens qui ramassent des champignons. Ou bien une famille qui part en dimanche fleurir les tombes dans le cimetière d'un village abandonné parce qu'on n'a pas... On a évacué tout le monde, mais pas les morts. Voilà, ça ressemble à ça. Et les gens qui vivent autour de ces zones-là, ils font avec. Ils essayent d'apprendre à vivre avec ça, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement, parce que le gouvernement, parce que la structure sociale ne leur donne pas les moyens de faire autrement. Je vous remercie. Je voudrais demander au président de reprendre les débats et de ne pas se laisser gagner par l'émotion. Certes, nous sommes tous touchés par ces déclarations et c'est notre obsession justement dans la sûreté du nucléaire de ne plus jamais revivre de telles tragédies. Mais je veux aussi parler des études sérieuses qui ont prouvé que les décès sont aussi liés à l'alcool et au traumatisme dans ces pays. Comme qui dirait, ils étaient déjà condamnés, ces pauvres gens. Et ils devraient remercier le nucléaire d'avoir abrégé leur souffrance. Greffier, monsieur le procureur, quand même, c'est un peu inquiétant tout ça, non? Pour ce qui est du sérieux des chiffres, monsieur l'avocat, ce qui est sûr et prouvé, ce sont les conditions de vie
des travailleurs du nucléaire. Le nombre des sous-traitants est en augmentation dans nos centrales. On les appelle les nomades, les gitans, les sales-gueules du nucléaire. Et je voudrais en faire venir quelques-uns à la barre. Monsieur Saint-Armand, je vous prie. En fait, c'est le témoignage d'un gitan du nucléaire, entre guillemets, gitan, puisque chez nous, on appelle les trimardeurs. Il y a plusieurs noms pour ces gens-là, qui sont exploités dans les centrales nucléaires au niveau mondial. Et on utilise des gens sans formation et sans les informer des risques qu'ils encourent. Donc ici, c'est un témoignage d'un gitan du nucléaire, considéré comme ça au Japon, qui s'appelle Takeshi Kawakami. J'ai travaillé plus de 5 ans dans la centrale d'Amawaka, mais avant ça, j'ai aussi travaillé 10 ans dans différentes centrales. À cette époque, je n'avais pas de lieu de travail fixe et je changeais constamment de centrale nucléaire. Durant la 2e année de cette ville flottante de gitans, je travaillais à la centrale de Genkai, dans la préfecture de Saga, et j'en viens à entrer dans le cœur d'un réacteur. Le cœur du réacteur, c'est l'endroit où les combustibles sont brûlés. Le déclenchement de la réaction nucléaire provoque l'émission gigantesque d'énergie qui fait tourner une turbine et crée de l'électricité. Mais parce qu'on consomme du combustible d'uranium, cette zone devient aussi extrêmement radioactive. Entrer à l'intérieur du cœur du réacteur, installer des robots de mesure, c'était ça mon travail. Un jour, alors que ce n'était pas moi qui étais en charge de l'installation, un accident se produisit. Le robot qu'on venait d'installer ne réagissait pas alors qu'on essayait de le faire fonctionner à l'extérieur. Alors que je m'approche de la zone du réacteur, je dois mettre une combinaison et équipement. Pour mettre la combinaison, je reçois l'aide de 2 ouvriers. Les vêtements de nos opérateurs se composent de 2 couches sur lesquelles on rajoute une combinaison Tyvek en plastique et en papier. On se couvre d'un masque par crainte de laisser des interstices. On entoure les poignets, les chevilles et le cou de bandes adhésives. Après avoir enfilé cette sorte de combinaison spatiale, je me dirige vers le cœur du réacteur. Quand j'arrive au bord du cœur, 2 ouvriers de la compagnie japonaise des contrôles non destructifs se tenaient là. Ce qui me surprit, c'est que malgré que nous nous trouvions dans une zone hautement radioactive, ils étaient habillés normalement et ne portaient même pas de masque. Ensemble, nous nous sommes approchés du réacteur. C'était la première fois que j'en voyais un d'aussi près. À l'intérieur, tout est sombre. L'atmosphère est dense et donne l'impression que quelque chose de mauvais s'y trouve. Je commence à éprouver de la peur, mes traits se tendent, mes oreilles bourdonnent, et d'un coup, je n'ai plus du tout envie de rentrer à l'intérieur. Alors que j'essaye de me reprendre, le chef me montre la paroi sur laquelle est fixé le robot. C'est parce qu'il est mal installé que je dois entrer, mais quelque chose de sinistre flotte dans l'air et je résiste à l'envie violente de fuir qui s'empare de moi. Mais je n'avais plus le choix. Le chef prend de longues minutes pour me donner des explications, la tête enfoncée dans le hublot. À l'époque, je n'avais pas conscience de la folie qu'il y avait à s'exposer ainsi aux radiations. N'écoutant que mon courage, je plonge entièrement à l'intérieur du cœur du réacteur. Le bourdonnement dans mes oreilles s'intensifie. Courbé, j'attrape le robot et crie « OK » au technicien resté dehors. Une fois désactivé, je le défais de la paroi et constate surpris qu'il est très léger. Je replace les pieds dans les trous convenablement et crie à nouveau « OK ». Une fois vérifié, un à un, les pieds sont correctement mis en place, je hurle « OK » et ressors en courant de la cuve, pris de panique. Cela n'avait duré que 15 secondes. Ma combinaison était désormais extrêmement contaminée. Je la retire avec prudence. Une fois la combinaison Tyvek retirée et mise à l'envers, les ouvriers la prennent et la jettent dans un sac à plastique. Je pouvais enfin respirer l'air libre. Distraitement, je sors mon compteur Gégère et je constate qu'il indique plus de 180 millisieverts. J'avais peine à croire qu'en seulement 15 secondes, j'avais absorbé une dose aussi importante. Après cela, j'ai continué à travailler dans le nucléaire. J'ai eu l'occasion de replonger une seconde fois dans le cœur d'un réacteur. Je n'ai jamais réussi à surmonter l'angoisse qui s'emparait de moi et ce bourdonnement dans mes oreilles. Takeshi Kawakami. Par rapport aux déclarations qu'on a entendues, monsieur le procureur, expliquez-moi pourquoi le plus important syndicat de France, et pas le moins combatif, la CGT, est partie prenante du nucléaire. Si de tels comportements se retrouvaient, ça serait les premiers à les dénoncer. Alors que je sache, la CGT est toujours activement ancrée dans la production nucléaire. Passons à la dernière accusation. Qu'avez-vous noté? Accrochez-vous, Monsieur le Président, il n'y a pas de nucléaire civil. Et moi je me tue à répéter qu'il n'y a pas, il n'y aura jamais de nucléaire
nucléaire militaire dans ce procès. Monsieur le Président, rassurez-vous, nous instruisons bien le procès du nucléaire civil. Mais comment faire abstraction du fait que les programmes militaires et civils français ont été lancés en même temps? Comment faire abstraction du fait qu'un seul organisme, le CEA, a été créé pour mener à bien le développement de ces programmes conjointement et continue de gérer les deux à ce jour? Sécurité de la France et énergie nucléaire sont hélas étroitement liés et le poids du militaire pèse toujours sur les débats du nucléaire civil. J'ajoute, pourquoi le développement de centrales nucléaires en Iran, par exemple, préoccupe-t-il autant la communauté internationale? Mais parce qu'il s'agit d'un régime dictatorial. Ne confondez pas tout. Monsieur le Président, c'est intolérable. Je me mélange les pieds dans vos technologies. Mais là, je vous dis, si vous déniez la relation entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, c'est que vous êtes fous. Fous. Dehors. Dehors, polichinelle. J'ordonne. Sortez tous. Donc la bombe d'Hiroshima sur la planète a fait écouter ce bruit. 200 000 morts en un millième de seconde. Ça, ce sont les bombes françaises. Plus anglaises, plus les chinoises. Au total, ça fait quand même beaucoup de bombes. En voilà une. Ensuite, arrêtez la planète. Voilà la planète. 10 fois Hiroshima. 10 fois Hiroshima. Et on l'entend rire, et on l'entend chanter. Quoi, quoi, quoi? Quoi, quoi, quoi? Quoi, quoi, quoi? Quoi, quoi, quoi? Me dit, joue pas pleuver. Je dis que le soleil ne brillera plus. Chacune peut détruire une ville comme Toulouse immédiatement. C'est extraordinaire. Quoi, quoi, quoi? Quoi, quoi, quoi? Je rappelle que la décision de relancer le programme nucléaire a été prise par l'Assemblée nationale en 1981, de façon tout à fait démocratique. Les représentants de la nation ont été éclairés par des éminents spécialistes de l'école des mines et en toute conscience ont fait pour nous le bon choix. Oui, mais moi, on m'a jamais demandé mon avis. Hein. Vous n'êtes pas des mines. Alors, justement, une des conditions majeures de la démocratie, c'est que les citoyens soient informés, et correctement informés, pour pouvoir se forger une opinion éclairée. Aujourd'hui, le nucléaire n'est que transparence. Il y a quelques semaines encore, l'autorité de sûreté nucléaire a dû se fâcher avec Areva pour une série d'incidents survenus l'an dernier à l'usine de La Hague. Des incidents qui avaient été sous-estimés et qui ont été reclassés. On est loin de la transparence. Quelles autres preuves apportez-vous à cela, monsieur le procureur? Avez-vous des témoins? J'appelle mon experte Monique Guitenit à la barre. Faites entrer. Veuillez décliner nom et qualité, s'il vous plaît. Monique Guitenit, membre de Stop Goldfish. Il faut savoir que les centrales fonctionnent sans autorisation de rejet, qu'il y a eu des ateliers comme l'atelier de plutonium de Cadarache qui a été réouvert dans l'illégalité, qu'il y a des stockages illégaux de déchets nucléaires à La Hague, qu'il y a des rejets illégaux d'eau chaude par les centrales nucléaires et finalement qui met EDF devant les tribunaux, aucune autorité censée nous protéger du nucléaire. Alors la répression, il y a beaucoup à dire. Ce qu'on vient de nous dire, c'est les secrets défense, on l'a plusieurs fois évoqué. En 2006, Stéphane Lhomme a été interrogé 15 heures d'affilée. En 2010, ce sont 3 salariés du réseau qui ont été convoqués. Tout ça parce qu'on disait que l'EPR ne résisterait pas à un attentat ou même à un accident. Et le secret défense permet de menacer tous les gens qui sortent une information sur le nucléaire, donc de faire 5 ans de prison ou d'avoir 75 000 € d'amende. Les malades de la thyroïde, ils ont réussi à faire un procès par rapport aux conséquences de Tchernobyl.
Et on a été plusieurs à assister à ce qui s'est passé le jour de leur procès. Les CRS étaient plus nombreux que les malades. Le procès s'est fait à huis clos. Ils n'ont pas pu assister à ce qui se passait sur leur plainte. Ça, c'est récent, c'est 2011. Et récemment aussi, vous l'avez tous vu, le Ganva, les gens du Ganva s'enchaînent. On les sort d'une manière innommable, en sectionnant des tendons, en brûlant des mains. Et contre qui la justice s'en prend? Contre eux. Contre eux qui ont eu des amendes, qui ont été menacés d'emprisonnement avec sursis. Et quand les gens du Ganva portent plainte, que dit la justice? Elle le classe sans suite. Voilà ce que je voulais dire pour la société nucléaire. Merci, Madame Guichot. Tout au long de ce procès, nous avons apporté de multiples preuves que le lobby du nucléaire exerce une très forte mainmise sur le pouvoir politique et sur le public. Monsieur le Président, j'en appelle à plus de clairvoyance. Même si je dois me faire violence, force m'est de constater qu'il y a quelque chose de vrai dans tout ça. Ce puissant lobby, non content de dissimuler les dangers du nucléaire, combat toute alternative de sortie du nucléaire. Pourtant, des pays comme l'Allemagne, l'Italie, la Suisse plus récemment, ont décidé de sortir du nucléaire. Il faut arrêter de mesurer la richesse à l'aune du PIB. Il nous pousse en effet à la surconsommation, au gaspillage, au gâchis, et le plus souvent au détriment même de la qualité de vie. Il faut promouvoir la sobriété. Pour cela, il faut agir à 3 niveaux. Au niveau politique, au niveau des expérimentations collectives et au niveau individuel. Tous les concitoyens ne sont pas enclins à la sobriété, ni à la décroissance. Nous allons tout de même écouter un témoin qui est, pour ce modèle de société, pratique la simplicité volontaire. Dans une grotte. Veuillez décliner nom et qualité. Donc je suis Patrick Gimena. J'ai initié le festival Camino. Je dis ça parce que ça fait écho à ce procès où on avait fait le procès de l'argent roi. Ah, c'était vous. Voilà. Et accessoirement, je suis devenu conseiller général de la Haute-Garonne. Le culte de la toute-puissance, c'est bien le mal de notre société. La toute-puissance d'un marché qui ne peut être que dans de la croissance, nous dit-on. Et aujourd'hui, le nucléaire n'a pas été autre chose que la béquille, que le vecteur d'un marché qui devait grandir, grandir, grandir sans cesse. On sait tous ici que l'obsolescence des objets est même étudiée par les pro-nucléaires, qui ont besoin pour les construire d'énergie nucléaire de plus en plus abondante. Et des gens aujourd'hui ont compris l'absolue nécessité de vivre dans ce qu'on appelle effectivement la sobriété heureuse, parce qu'on voit très bien que le culte de la société de consommation, qui fait que le bonheur arriverait comme ça très rapidement, n'est pas au rendez-vous. La question aujourd'hui qui est posée à nous tous, elle est d'une certaine manière relativement simple. Quelle économie on veut? Quel type d'échange? Et pourquoi on n'accepte pas la diversité aussi des alternatives? J'ai dit qu'il est possible de vivre autrement si les décideurs politiques changent de matrice et si la société civile accepte aussi de se mobiliser, non pas à côté des experts, mais à côté de tous ceux qui se mobilisent. Merci et bravo, monsieur. Monsieur Gimena, je respecte tout à fait votre façon de vivre et je souhaiterais que vous fassiez de même par rapport au nucléaire. Bien. Mon identité, elle est d'abord celle d'un économiste et aussi celle d'un agronome. Et en tant qu'économiste, je peux vous dire qu'on a sauvé, peut-être en 2008, 400 milliards, la dette publique a sauvé la dette privée. Mais quand la crise financière va revenir dans quelques mois ou dans quelques années, tous les chiffres que vous avez annoncés sur les réserves pour démanteler les centrales, eh bien, vont voler en fumée. Sortir du nucléaire, ça peut être une chance pour nous aider à démultiplier ces initiatives citoyennes
sur l'invention de nouveaux modes de vie. Je m'aperçois que si elles se relient ensemble, elles peuvent créer des économies circulaires sur des territoires. C'est des économies où on apprend à recycler, à réparer, à réévaluer, à réorienter et à relocaliser. Et, messieurs et dames, la société, pendant 1, 2, 3 jours, il bondit de même. Il chante. Et au bout de 3 jours, il tombe endormi au fond d'une grotte. Vling, bading, bling, bang. Tout au long de ce procès, nous avons fait d'abord la preuve que l'énergie nucléaire n'est viable ni technologiquement ni économiquement. Il peut être abandonné sans impact négatif à court terme et avec un impact positif considérable à moyen et long terme. Nous avons ensuite dénoncé la production nucléaire, qui est effroyablement dangereuse, ainsi que les pollutions radioactives qui l'accompagnent et qui mettent en péril la santé des citoyens à court terme, mais aussi pour des dizaines de milliers d'années. Depuis que Bakoulou Baka a avalé le soleil, il fait noir dans le ciel. La lune et les étoiles ne mettent plus le bout de leur nez dehors. Et sur Terre, tous les animaux ont peur. Et les êtres humains chuchotent tous, en créole, bien entendu. Zafé Bakoulou Bakassa, c'est un combattant musicien chatouille. Ça sent la bagarre. Comme toujours, un débat où toujours on mêle la passion, l'émotion, et maintenant on change la société. Je vous rappelle encore une fois, dans notre pays, le nucléaire est porté par une large adhésion politique, syndicale, citoyenne. Et moi, je pense que le peuple est encore souverain. Et s'il décide de continuer le nucléaire, c'est que c'est son choix. Si vos arguments étaient si fondés, pensez-vous pas que les Français seraient devenus antinucléaires depuis longtemps? On aurait dit un baptême de rats où tous les musiciens seraient des chats. Ça sent la bagarre. Et il fait venir un tout petit bonhomme qu'il aimait fort. Un petit bonhomme qu'il avait appelé Petit Bon Dieu. Et ce petit bon Dieu, il lui met en main une machette. Et lui dit, va au-devant du monstre Bakoulou Baka. Et lorsqu'il aura bien chanté, tu te camperas devant lui avec ta machette. Et tu diras, lundi, jour à lever. Je dis que le soleil brillera. Allez, va! Je dis que le soleil brillera. Je dis que le soleil brillera. Quoi, quoi, quoi? Quoi, quoi, quoi? Quoi, quoi, quoi? Quoi, quoi, quoi? Je dis que le soleil ne brillera pas. Je dis que le soleil brillera. Et lorsque Bakoulou Baka voit Petit Bon Dieu, il n'a pas besoin de tirer une longue langue ni ouvrir une large bouche pour l'avaler. Petit Bon Dieu tombe dans le ventre du monstre. Il tombe. Mais ne vous en faites pas. Il ne meurt pas. Il est fortement contusionné, oui, mais il voit clair. Et avec sa machette en main, il coupe tout ce qui dépasse à l'intérieur du ventre du monstre. Il coupe le foie, zap. Il coupe la rate, zap. Il se creuse un chemin vers le cœur et il coupe le cœur. Comme vous, quand vous hachez un oignon. Bakoulou Baka tombe, flingue, bang, dang, bang, mort. Petit Bon Dieu cherche la sortie.
Par où vas-tu sortir? Il sort par en bas, oui. Mais il est bien déçu de voir que le monde est toujours plongé dans les ténèbres. Mais oui, il avait oublié le soleil dans le ventre du monstre avec sa machette. Il ouvre le ventre du monstre. Alors, le soleil prend ses jambes à son cou et s'en va se réfugier sur un nuage. Et le soleil brille. Il a toujours brillé depuis. Sauf lorsque des monstres, comme Bakulubaka ou Ekelix, l'avalent. Mais cela n'a qu'un temps. Et lorsque le soleil brille, tous les êtres humains chantent quoi, elle y est, quoi, elle y est. Seigneur, dansez nos têtes, nous, Seigneur, dansez nos têtes, nous, Seigneur, dansez nos têtes, quoi. Nous, les jurés, après avoir écouté et délibéré dans le nécessaire anonymat de ce procès historique délocalisé à Toulouse, 66 ans après l'explosion le 6 août 1945 de la première bombe atomique à Hiroshima, nous avons décidé de condamner le nucléaire civil et militaire. Cette décision historique, lue si solennellement devant le peuple et ses représentants locaux sur le parvis de cette chapelle à Toulouse, nous semble nécessaire afin d'éliminer au plus tôt les risques inutiles que fait peser l'industrie nucléaire sur les citoyens du monde d'aujourd'hui et également sur les générations futures. Bannissement du nucléaire de la Terre, donc de la planète Terre, libération des énergies renouvelables au service du bien public et d'une société sobre, solidaire et joyeuse. La caserne des pompiers qui a complètement brûlé. C'est la caserne des pompiers qui a complètement brûlé. Les hommes dormaient durs comme fer, ils avaient pris du somnifère. Les hommes dormaient durs comme fer, ils avaient pris du somnifère. L'infirmier, on a appelé, mais il avait bien trop fumé. L'infirmier, on a appelé, mais il avait bien trop fumé. Le médecin dans la panade, car tombé gravement malade. Le médecin dans la